L'état de droit, c'est une expression qu'on entend vraiment partout. Dans les médias, dans la bouche des politiques, surtout quand ça chauffe un peu. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Souvent, on s'en sert un peu comme d'un bouclier ou d'une arme sans trop savoir ce qu'il y a derrière. Alors ce qu'on va faire, c'est décortiquer ensemble ce concept. Et il est fondamental. Pour bien saisir l'enjeu, cette phrase du ministre de la Justice, prononcée juste après l'assassinat de Samuel Paty, est percutante. Elle nous dit que l'état de droit, ce n'est pas juste un truc de juriste un peu abstrait. Non, c'est le socle de notre société. C'est ce qui nous protège de la loi du plus fort, surtout quand l'émotion et la colère risquent de tout balayer. En fait, pour comprendre ce que c'est, l'état de droit, le plus simple, c'est de regarder son contraire, l'état de police. Dans un état de police, le pouvoir fait ce qu'il veut, quand il veut. C'est l'arbitraire total. L'état de droit, lui, est né justement en opposition à ça. L'idée, c'est que la puissance publique, l'État lui-même, doit se soumettre à la loi. C'est un système qui a été pensé de A à Z pour nous protéger, nous, les individus, contre le pouvoir. D'accord, mais concrètement, comment ça marche cette protection? Ce n'est pas juste une belle idée en l'air. En réalité, ça repose sur 3 piliers, 3 fondations très solides qui lui donnent toute sa force. La définition officielle est à la fois simple et incroyablement puissante. C'est un système où la puissance publique est soumise au droit. Autrement dit, personne, mais alors personne n'est au-dessus des lois, pas même l'État. Ça a été un long débat de savoir si l'État devait obéir aux mêmes règles que les autres. Aujourd'hui, la réponse est un grand oui. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Le plus simple, c'est de voir ça comme une pyramide. Tout en bas, vous avez les petites décisions, un arrêté du maire par exemple. Au-dessus, il y a les lois votées au Parlement. Et tout en haut, au sommet, on a la Constitution, qui n'est pas juste un document, c'est un bloc qui contient la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le principe est simple. Chaque nouvelle règle doit absolument respecter celle qui est au-dessus d'elle. La Constitution, c'est notre bouclier ultime. Deuxième pilier, l'égalité de tous devant la loi. Qu'on soit un citoyen lambda, une multinationale ou une administration très puissante, la loi s'applique de la même manière à tout le monde. C'est un principe absolument crucial. Pourquoi? Parce que ça veut dire que n'importe qui peut attaquer en justice une décision de l'État s'il pense qu'elle est illégale. C'est la base de toute la justice administrative, notre principal recours face à l'administration. Et enfin, le troisième pilier, la séparation des pouvoirs. Pour éviter que le pouvoir ne devienne tyrannique, on le divise. D'un côté, ceux qui font les lois, de l'autre, ceux qui les appliquent, et enfin, ceux qui jugent. Et l'idée, c'est que ces 3 pouvoirs se contrôlent les uns les autres. Au cœur de tout ça, la pièce maîtresse, c'est une justice indépendante. C'est elle, la gardienne du temple, qui s'assure que même le gouvernement doit respecter les règles du jeu. Bon, tout ça, c'est bien beau sur le papier, mais est-ce que ça tient la route quand la société est secouée par de vraies crises? C'est là que ça devient intéressant. On va voir comment l'état de droit a été mis à l'épreuve à travers 3 cas très concrets qui ont fait l'actualité. Premier cas d'étude, et c'est sans doute le plus difficile, le terrorisme. Le procès des attentats de janvier 2015, Charlie Hebdo, Montrouge, l'Hypercacher, ça a été un véritable crash test pour notre état de droit. On est en septembre 2020. Le procès s'ouvre. L'émotion dans le pays est encore gigantesque. La pression sur la justice, elle, est colossale. La société veut des réponses, elle veut une sanction qui soit exemplaire. Mais l'état de droit, lui, il exige autre chose, un procès équitable. Même pour des gens accusés d'avoir aidé les auteurs des pires crimes. Alors comment on fait pour concilier les deux? Ce procès a été exceptionnel à plusieurs niveaux. D'abord, il n'y avait pas de jury populaire, juste des magistrats professionnels. Pourquoi? Pour les protéger de toute pression, de toute menace et garantir une décision basée sur le droit, pas sur l'émotion. Autre chose très rare, le procès a été entièrement filmé pour l'histoire. Mais le point le plus important, c'est que malgré l'horreur des faits, les droits de la défense ont été scrupuleusement respectés. Parce que c'est ça l'essence de l'état de droit. Même l'ennemi a des droits. On change de sujet, on passe à un autre type de pression, la pression politique. On va parler de la loi sur l'immigration de 2024. Et cette fois, c'est notre premier pilier, la pyramide des normes qui a été mise à l'épreuve. Une fois qu'une loi est votée par le Parlement, avant d'être appliquée, elle peut passer devant le Conseil constitutionnel. Le rôle du Conseil, ce n'est pas de dire si la loi est bonne ou mauvaise. Il est là comme un arbitre, un garde-fou. Il vérifie une seule chose. Est-ce que ce texte respecte la règle du jeu suprême, c'est-à-dire notre Constitution? Le verdict est tombé. Et il se résume en un chiffre. 32. 32, c'est le nombre d'articles de la loi qui ont été tout simplement supprimés. Ça représente plus d'un tiers du texte. C'est énorme. Certains ont été rejetés parce qu'ils n'avaient rien à voir avec le sujet de la loi, ce qu'on appelle des cavaliers législatifs. D'autres parce qu'ils allaient carrément à l'encontre de nos principes fondamentaux. Ça montre une chose très clairement. Même une loi votée par les représentants du peuple ne peut pas tout faire. La Constitution, elle, reste le dernier rempart. Troisième et dernier exemple qui montre comment l'état de droit peut aussi devenir une arme entre les mains des citoyens.
la justice environnementale. D'un côté, on a une décision de la plus haute juridiction administrative française, le Conseil d'État. De l'autre, des citoyens qui manifestent dans la rue. Le lien entre les deux, il est direct. Des associations ont traîné l'État devant les tribunaux en disant « Vous ne respectez pas vos propres engagements sur la qualité de l'air ». Et la justice leur a donné raison. Elle a condamné l'État à payer des millions d'euros d'amende. C'est la preuve que l'État n'est pas au-dessus de tout. Il a des devoirs et la justice peut le forcer à les respecter. Ces 3 exemples nous le montrent bien. L'état de droit, ce n'est pas un bloc de béton, gravé dans le marbre une bonne fois pour toutes. C'est bien plus un équilibre fragile, une sorte de négociation permanente entre le besoin de sécurité, la volonté politique du moment et la défense de nos libertés. C'est pour ça que l'image du rempart est si juste. C'est une digue qu'il faut sans cesse consolider, sans cesse défendre, contre l'émotion d'une opinion publique sous le choc, contre les calculs politiques à court terme, et contre cette tentation si forte en temps de crise de prendre des raccourcis avec nos principes. Ce qui nous amène à une dernière question. Cet état de droit, est-ce que c'est un acquis définitif, un monument sur lequel on peut se reposer tranquillement, ou est-ce que c'est plutôt une conquête de tous les jours, une bataille qui n'est jamais vraiment gagnée et qui dépend de la vigilance de chacun d'entre nous pour préserver ce qui finalement nous sépare de l'arbitraire,